Affaire suivante. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire. La parole est à Max Levita. Les deux rapports précédents sont des rapports obligatoires. On est tenu de faire un rapport sur le développement durable, on est tenu de faire un rapport sur l'état de l'égalité homme-femme. De la même manière, on est tenu de faire un débat d'orientation budgétaire qui n'appelle pas à un vote particulier. C'est un débat d'orientation budgétaire. C'est l'exercice auquel nous devons nous livrer. Débat, ça signifie que nous devons examiner ensemble la construction du budget de notre commune et ceci nécessite une discussion. C'est-à-dire l'orientation. Notre budget, quelle direction doit-il prendre? Quels objectifs doit-il chercher à atteindre? Étant bien entendu que si une approche gestionnaire et comptable et technique est indispensable, surtout en période de pénurie financière, elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Pour me guider, pour vous guider, je vous propose de faire référence à deux textes importants qui viennent de paraître. Enfin, ils sont importants à mon sens. Le premier texte, c'est le texte de la conférence des évêques. Je suis désolé, je n'ai pas pris les déclarations du pape, mais je ne suis pas au niveau de l'élection présidentielle. Le titre de cette conférence, c'est « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Et le deuxième point, c'est de nous référer au rapport de France Stratégie, qui est un organisme relié directement à Matignon. Le rapport s'intitule « Ligne de faille, une société à réunifier ». Alors on va essayer de poser d'abord correctement notre problème. Tous les rapports dont nous disposons, que ce soit les rapports du Fonds monétaire international, de l'OCDE, de l'INSEE, du Haut Conseil des finances publiques, de la Banque de France, de la Banque postale, de l'OFCE, de COE, Rexecode, etc., font tous les mêmes constatations et les mêmes prévisions. Le contexte macroéconomique actuel suscite des interrogations sur la poursuite de la dynamique européenne avec une croissance modérée en zone euro tirée par la demande intérieure. Deuxième point, des interrogations sur la poursuite de cette dynamique. Des signes d'essoufflement apparaissent dans certains pays européens. Les conséquences du vote du Brexit sont encore aujourd'hui mal appréciées quant à l'influence et sur la Grande-Bretagne et sur l'Union européenne. Le gouvernement français vient de soumettre son projet de budget au Parlement, qui était basé sur une prévision de croissance de 1,5% en 2016 et 1,17% en 2017. Cette prévision est jugée par le Haut Conseil des finances publiques un peu élevée au regard des informations connues à ce jour et ce 1,5 est supérieur à la plupart des prévisions que nous connaissons. 1,2 ou 1,3% sont des taux plus vraisemblables et pour 2016 et pour 2017. Ceci me fait conclure qu'il est peu probable qu'il soit possible dans les décennies à venir. Je vous demande d'écouter la phrase, elle n'est pas de moi, elle est issue du rapport de France Stratégie. Il est peu probable qu'il soit possible dans les décennies à venir de retrouver un dynamisme productif suffisant pour que la puissance publique puisse en redistribuer les fruits et éteindre ainsi les foyers de conflits sociaux, culturels, générationnels ou encore territoriaux. Il est peu probable. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un acte de foi, c'est un fait qui, je crois, doit être pris en compte. Cela ne relève ni de l'optimisme, ni du pessimisme, cela relève, à mon sens, de la responsabilité. Nous vous proposons donc de nous adapter à cette probabilité d'une croissance faible et persistante, comprise
entre 1% et 2% au maximum, qui ne laisse pas espérer une modification optimiste dans les relations entre l'État et les collectivités locales. Par miracle, si l'Europe et la France faisaient mieux qu'espérer, il serait assez facile de nous adapter à cette situation, plus facile que dans le cas contraire. Voici le point de départ donc du budget que nous vous proposerons dans un mois. Ajoutons la contrainte que Philippe Sorel et son équipe se sont posée, que Philippe Sorel entend bien respecter, parce que c'est une promesse, et que les promesses doivent être respectées. Cela relève de l'éthique. Donc la promesse, c'est de ne pas toucher au taux de fiscalité locale. Donc, ce qui conduit le projet de budget, c'est la responsabilité, c'est la prudence et c'est la parole donnée. Donc vous pouvez voir sous les yeux donc les points: maintenir 0% d'augmentation d'impôts, ce qui a été fait depuis 2014, avoir dématérialisé la totalité de la gestion financière et aujourd'hui s'engager dans une démarche de certification des comptes, qui est une opération que la Cour des comptes vient donc d'accepter, et nous serons parmi les villes, les grandes villes, les seuls avec Paris. Il y a d'autres communes, mais de plus petite taille, il y a des conseils régionaux, il y a des conseils départementaux qui également font partie de cette opération qui va se dérouler sur plusieurs années parce que ça va être compliqué. Vous avez là les 10 communes qui sont retenues, donc vous voyez des grandes, Montpellier et Paris, et les autres de là, vous le voyez mieux que moi, c'est trop petit sur l'écran dont je dispose. Donc sur le point suivant, les deux axes forts de ce budget sont donc 0% sur la fiscalité et le maintien de l'effort sur les dépenses d'équipement. Sur la prospective que nous avions engagée, nous avions deux solutions. Soit nous continuons avec les pourcentages qui ont été respectés dans le passé, c'est-à-dire des augmentations de l'ordre de 4% des charges de fonctionnement et des augmentations de personnel de l'ordre de 5%. Vous avez la courbe en rouge qui montre qu'immédiatement, dans l'épargne nette, vous voyez, nous sommes négatifs en 2020 et dès l'année 2017, d'ailleurs, nous rentrons dans une zone extrêmement difficile. Ce qui nous conduit à proposer, dans le cadre du budget que je vous proposerai la semaine, donc 15 jours, d'adopter, et jusqu'à la fin du mandat, avec des charges de fonctionnement de 0,3% pour 2017. Ensuite, pour 2018, 2019, 2020, il nous faut viser 1% de réduction de ces charges. Pour les charges de personnel, nous pensons pouvoir tenir en 2017 à 1,5% et ensuite 2% jusqu'en 2020. Et les dépenses d'équipement, de les monter à 80 millions, alors que dans les hypothèses de cadrage précédent, on était à 55 millions, de manière à respecter nos engagements. Dans ce cas-là, vous le voyez sur le tableau que vous avez sous les yeux, l'épargne nette reste à un niveau à peu près satisfaisant. Sur ce qui nous conduit, avec le projet proposé, à un encours de dette, vous voyez, qui a diminué. Pour partie, c'est dû au fait que nous avons remboursé des emprunts, mais également nous en avons transmis à la métropole dans le cadre du transfert de compétences et de l'attribution de compensation. Aujourd'hui, nous prévoyons donc de financer nos 80 millions par un emprunt de l'ordre de 45 millions, ce qui nous permettrait d'atteindre à la fin de l'année 2017 un emprunt de 213 millions. Sur le slide suivant, vous avez la courbe en AP, CP
en autorisation de programme et en crédit de paiement. Donc dans les 80 millions que nous vous proposerions, il y aurait crédit de paiement 50 millions, c'est-à-dire la réalisation des autorisations de programme, les dépenses hors programme qui sont données à chaque adjoint dans le cadre de leur délégation, 25 millions, et le fonds de concours à la métropole dans le transfert de la compétence voirie à hauteur de 5 millions d'euros. Nos orientations en matière de dépenses. Il y a des économies en particulier qui sont tenues parce qu'elles sont plus visibles, parce que l'opinion publique y est très sensible, en matière de protocole, en matière de communication et en matière de relations internationales. Notez qu'en 2 ans, nous aurons ainsi économisé 800 000 euros sur ces postes budgétaires. Par contre, les charges de gestion courantes qui évoluent, c'est dans le domaine de l'éducation, qui est le domaine auquel Philippe Sorel et son équipe attachent le plus d'importance, dont les crédits augmenteront de 8%. Dans le domaine de la sécurité, c'est une promesse de campagne de 2% et les espaces verts de plus 6%. En matière de personnel, de budget primitif à budget primitif, de 2015 à 2016, nous avions une augmentation de 2%. En 2016, je vous présentais tout à l'heure dans la décision modificative des économies en matière de personnel qui ont été réalisées, qui nous permettent d'espérer pouvoir atteindre 1,5% d'augmentation pour le budget 2017, ce qui sera, Monsieur El Kandouci, je compte sur vous pour y veiller, ce qui sera un exploit si nous y parvenons. C'est un engagement, mais j'espère bien que nous y parviendrons. Si nous n'y parvenons pas, mon budget est en difficulté. Les subventions en 2017, elles s'élèveront à 24 millions contre 23 800 000 euros au budget 2016. L'année dernière, un certain nombre de critiques avaient été formulées sur ce thème. Nous en avons tenu compte puisqu'elles sont maintenues, elles sont même augmentées. En matière de l'annuité de la dette, nous serons en 2017 à 19 millions contre 19 900 000 euros. Ça tient pour partie au fait que nos intérêts ont diminué de 16,5%. Ça tient essentiellement à l'orientation actuelle des taux qui sont bas, qui sont même très bas. Nous sommes très attentifs à cette évolution. Il y a à l'heure actuelle des indices qui montrent que les taux sont en train d'augmenter légèrement, à suivre dans les semaines qui vont suivre. Dans l'attribution de compensation, elle s'élève à 40 400 000 en 2017, elle s'est levée à 41 millions en 2016. Il y a des correctifs qui ont été amenés et qui ont été votés à l'Assemblée de la métropole. L'évolution des dépenses d'équipement. Vous savez que d'une manière générale, la participation des communes au plan de redressement des finances publiques a entraîné pour les communes une baisse des dépenses en matière d'équipement. Nous avons tenu à les augmenter et donc nous visons les 80 millions en 2017. Je vous ai donné les moyennes des années précédentes, étant entendu que dans ces moyennes précédentes ne figure pas la construction de l'hôtel de ville. C'est une opération exceptionnelle qui ne se produit qu'une fois par siècle. Donc nous l'avons éliminée. Donc pour l'instant, au budget 2016, nous étions à 63 millions, vraisemblablement avec les reports de l'année 2015, nous serons à 72 millions et nous prévoyons d'augmenter à 80 millions.
sur le thème de la fiscalité. Donc je maintiens 0% de fiscalité. Nous sommes les deux seules villes, Paris et Montpellier, à ne pas avoir touché au taux. On est les seuls. La ville de Nice a baissé son taux, mais elle a baissé le taux d'abattement. Donc elle a touché au taux. Et elle a touché en étant gagnante sur l'opération. Nous n'y avons pas touché et nous n'y toucherons pas. Nous n'y avons pas touché, c'est la 4e année consécutive pour ce point. Donc nous prévoyons un produit fiscal à 191 700 000 euros. Vous dire, mes chers collègues, que sur ce point, vous faire partager notre inquiétude. Ici, je vous ai sur ce graphique, je vous demande de le regarder avec attention, c'est l'évolution physique des bases dans la période 2010-2015. Et vous voyez que pour l'année 2016, qui ne figure pas sur ce tableau, nous avons enregistré une augmentation extrêmement faible des bases. Nous avons enregistré une baisse de 500 lignes sur les documents que nous a transmis la direction des finances publiques, qui montreraient qu'il y a, puisqu'il y a disparition de 500 lignes, ça veut dire que 500 logements auraient disparu sur la ville de Montpellier. Alors qu'on construit de l'ordre de 2500 logements par an. Il y a un mystère que nous n'arrivons pas à percer, que nous ne comprenons pas. Ce point, nous l'avons signalé au directeur départemental. Nous attendons ces explications. Ceci étant, nous sommes très préoccupés pour construire le budget de l'année prochaine. Et donc, pour ce faire, nous avons pris les taux les plus faibles enregistrés dans le passé pour arriver à la prévision que je vous ai indiquée. Je vous donne ce tableau parce que tous ceux qui disent que Montpellier, les taux sont élevés, d'abord, je tiens à protester. Mes chers collègues, je vous demande de ne pas vous tirer le bal dans le pied inutilement. Il y a une seule statistique indiscutable, ce sont les comptes qui sont publiés par la Direction générale des collectivités locales. C'est un document public, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Si vous regardez sur ce document, je peux vous indiquer, vous pouvez vous indiquer vous-même, que sur la taxe d'habitation, la Direction générale des collectivités locales nous met en moyenne par habitant à 293 €, soit la moyenne des villes de la même strate que nous, c'est-à-dire les villes de plus de 100 000 habitants. On est à la moyenne. 293. Par contre, mais je ne l'ai jamais caché, en matière de foncier bâti, effectivement, nous sommes supérieurs à la moyenne de la strate d'environ 20%. Mais de 20% en taxe d'habitation, nous maintenons que nous sommes à la moyenne. Donc, ce n'est pas la peine de dire que nous sommes endettés, surendettés, c'est totalement faux. Donc, premier point d'inquiétude, c'est la manière dont nous avons calculé la prévision. Donc, je vous donne ce tableau, parce qu'il a été donné par l'Union nationale de la propriété industrielle, qui montre dans l'évolution globale de la taxe foncière que nous sommes les plus faibles de toute la France. On est les plus faibles de toute la France, à 1,29 contre Nantes qui est à 14. Je suis désolé, j'ai une statistique, comme vous allez me sortir des statistiques qui me sont défavorables, je vous donne des statistiques qui me sont favorables. Il donne une statistique qui m'est favorable. Bien entendu, nous maintenons le bouclier social et nous en donnons le détail avec
attendez, j'ai perdu mes notes, avec l'abattement général donc à la base de 15%. Alors j'ai amené je la trouverai tout à l'heure, ma déclaration d'impôt, qui montre comment cet abattement général a joué pour chacun d'entre vous, j'espère, mes chers collègues. Nous avons maintenu l'abattement spécial pour les familles modestes, à revenus modestes, et enfin nous avons maintenu l'abattement pour le 3e enfant à charge. Je ne peux pas vous donner encore, nous l'avons mis en place l'année dernière, l'abattement pour handicapés, je ne peux pas vous donner son résultat, la direction départementale ne nous l'a pas encore communiqué. Les chiffres qui montrent la réduction de 17 millions sont des chiffres de l'année dernière. Ceux de l'année 2016 ne sont pas encore connus. Les dotations de l'État. Alors, les dotations de l'État, la dotation forfaitaire, c'est notre participation à l'économie. Nous sommes à 35 845 000, soit une baisse de 6,59%. Par contre, nous avons toujours le processus de la DSU qui nous permet d'augmenter nos ressources de 16,41. La direction de la péréquation, la décentralisation sont moins importantes. Au niveau des compensations, elles sont... Alors, parce que vous savez que dans le système si vos ressources baissaient brutalement, la taxe d'habitation peut diminuer de 50%. Mais cette diminution est prise en charge par l'État et non pas par la collectivité. Au total, donc, nos compensations, dotations et compensations augmenteraient de 1,7%. Elles s'élèveraient à 74 millions. Sur ce projet, tel qu'il est bâti, nous avions tenu compte d'une augmentation des bases de 0,9%. Il se trouve, nous allons corriger pour le projet de budget, que l'Assemblée nationale a décidé que ça ne serait que 0,4%. Sur le slide suivant, l'encours de dette, donc je vous rappelle, nous sommes à l'heure actuelle à un taux moyen de 1,96, nos emprunts sont en taux variable à un peu moins de 49%, un peu plus en taux fixe à 51%, et je répète, nous n'avons aucun emprunt structuré, ce qui est dû pour partie à la qualité du service des finances de la ville de Montpellier, plus qu'à votre serviteur, je suis intervenu, ces emprunts structurés, ils étaient avant quand ils ont été mis en place, avant que je n'intervienne. Et nous poursuivrons bien sûr dans cette orientation. Les emprunts auxquels nous participons sont tous en catégorie 1A dans la charte Gisler. Sur le slide suivant, nous passons aux réalisations de ce budget. Nous nous proposons de continuer l'effort dans le domaine de l'éducation. Et sur le slide qui est sous vos yeux, vous avez l'ensemble des opérations qui sont prévues, qui sont toutes supérieures ou égales à 500 000 €. Celles qui sont inférieures sont dans le budget mis à la charge des différents adjoints. Donc, premier domaine, l'éducation, c'est le premier budget de la ville. Deuxième domaine dans lequel un effort sera fait, c'est dans le domaine de la sécurité avec l'extension de la vidéoprotection, la mise en sécurité des établissements scolaires c'est une opération qui nous a été demandée par l'État. Ça fait partie d'une autorisation de programme de 5 millions. Nous engagerons 2 millions au début de l'année prochaine. La mise en sécurité des établissements accueillant des jeunes enfants, c'est la même autorisation de programme. C'est dans le même cadre de la mise en sécurité et de 5 millions plus 1 million que je vous proposerai. Donc il y a 6 millions qui sont programmés pour ces opérations. Dans le cadre de l'aménagement et la réparation de la ville,
Vous avez sous les yeux les opérations, et vous l'aviez également dans le texte qui vous a été donné, les opérations qui sont proposées en matière d'aménagement et urbanisme, d'action foncière. 14 200 000 l'acquisition de terrain, essentiellement c'est destiné à payer à l'établissement public foncier 12 700 000 pour l'achat de la ZAC du Coteau que nous devons rembourser de façon un peu prématurée. L'aménagement et la réparation de la ville, ici aussi vous avez les opérations concernant l'amélioration du patrimoine, avec également l'accessibilité, 2 millions, la mise en conformité, c'est un chiffre, j'ai proposé à Monsieur le maire d'augmenter ce chiffre, parce que nous sommes dans le cadre de l'opération qui nous est imposée, de rendre l'ensemble des bâtiments de la ville accessibles en 9 ans. Nous avons commencé cette année avec un budget alors 9 ans c'est un budget de 35 millions. Donc nous avons commencé cette année parce qu'il faut lancer les opérations, elles sont longues à mettre au point à 1 500 000, 2 millions pour l'année 2017, c'est un peu court, j'ai proposé à Monsieur le maire 2,5 millions et il a accepté et je l'en remercie. La qualité de vie, voici les opérations qui sont prévues en matière d'enfance, de culture et de sport. Ainsi que dans le domaine de la qualité de vie pour l'extension de Gare au Sud, afin de permettre à nos services de gérer l'ensemble de la voirie en liaison avec la métropole, la rénovation de la salle Louis Feuillade, les opérations conduites dans les espaces verts et enfin les opérations conduites dans le cadre du Zorro de Lunaret pour lequel une autorisation de programme de 30 millions est prévue. Je conclurai, avant de vous renvoyer, vous avez certainement vu les annexes qui vous ont été proposées, les annexes concernant les données synthétiques, concernant le personnel de la ville, avec la pyramide des âges. Vous avez également vu les précisions données en éléments de rémunération, d'heures supplémentaires, d'avantages en nature. Et enfin, dernier point, nous avons donné l'état actuel de la durée effective du travail dans la commune. Je conclurai en citant le rapport de la conférence des évêques. Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. C'est écrit dans le texte. Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l'entreprise et de l'avenir de notre société. Cela demandera toujours courage et audace, des qualités qui n'ont jamais déserté le cœur de notre pays. Fin des citations. À vous de juger si ce projet montre du courage et de l'audace. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Lévita. Je n'ai pas bien compris le calcul sur les bonbons, mais c'est pas grave. Monsieur Lévita répondra. Ça m'a rappelé la campagne législative de Madame Brissot. Vous passiez dans les bureaux de vote avec les fraises de Tagada. J'ai compris que vous étiez gourmandes toutes les deux. Monsieur Boumaz. Moi, j'adore les bonbons. Alors, très court, monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire est un moment de transparence. Et vous l'avez répété maintes fois en début de séance. Transparence. Due à chaque élu et à chaque citoyen, mais elle est aussi le reflet de votre politique et de vos engagements. Je ne vais pas m'attarder sur vos chiffres, qu'ils soient sur les dépenses d'investissement, les dépenses et recettes de fonctionnement, charges courantes, dépenses du personnel ou produits fiscaux. Je ne vais pas non plus m'attarder aussi sur les différents taux, assiettes, sur le niveau d'emprunt et celle de notre capacité de désendettement. Ce sont vos chiffres. Après avoir entendu Max Lévita, qui a mené ce débat comme un maître de conférence, on se demande pourquoi il est encore là comme adjoint auprès de vous, c'est un mystère, eh bien je n'ai pu que penser,
que penser à Benjamin d'Israël et de sa fameuse citation. Citation que votre propre adjoint avait citée lors de l'adoption, vous vous en souvenez, Max Levita, au budget primitif de 2016. Il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge ordinaire, le parjure et les statistiques. Qui dit statistiques, dit chiffres. Nous sommes bien d'accord. Eh bien là, monsieur le maire, aujourd'hui, cette citation prend tout son sens. Le mensonge ordinaire. Vous nous dites depuis 3 ans que les impôts locaux n'ont pas augmenté et nous avons même la chance d'avoir une campagne publicitaire chaque début d'année avec votre tête et le fameux 0% d'augmentation, à croire que vous nous prenez vraiment pour des totos. Il n'y avait pas ma tête, Montpelliérains. C'était pour la régie publique de l'eau. Il y avait moins de 10%. Mention. L'étoile, il sera à nouveau. D'accord. Ça a l'air de vous banquer. Pas du tout. Mensonge ordinaire pour preuve que depuis 3 ans, l'impôt indirect, que ce soit les titres de transport qui ont augmenté de 15% pour les allées simples, de 28% pour les allers-retours, les cantines où les classes moyennes commencent à comprendre votre politique autrement, les procès-verbaux qui ont augmenté et qui ont exposé en termes de volume une forme de raquette organisée qui est aussi un peu à l'image des distributeurs de tickets sur les quais de tramway qui ne rendent plus la monnaie et qui, très souvent, ne vous donne même pas le ticket alors même que vous voulez que vous ayez la pointe. Mais ça, monsieur le maire, ce n'est pas votre faute. Parjure où vous avez violé ce serment auprès des Montpelliérains qui vous ont fait confiance alors même que nous venons tous d'avoir notre taxe d'habitation foncière ou que chacun a découvert avec surprise une augmentation significative de leurs impôts. Mais ça, ce n'est pas votre faute. Statistique qui, au premier abord, n'est que le résultat d'une suite d'opérations appliquées à un ensemble de nombres. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble de données. Données qui peut être, bien que cela soit rarement utilisé, une variable aléatoire, et nous le constatons tout au long de l'année avec ces modifications d'exercices budgétaires et correctifs. Mais ça, monsieur le maire, c'est pas votre faute. Mais au final, vous avez promis aucune augmentation d'impôts. Mais tout augmente. Ça, c'est pas votre faute. Vous avez promis le désendettement de notre collectivité alors que nous continuons à nous endetter. Mais ça, c'est pas votre faute. Vous aviez promis une baisse de fonctionnement alors qu'elle augmente. Mais ça, ce n'est pas votre faute. Vous aviez promis une politique de l'emploi qui serait dirigée prioritairement aux jeunes, mais le chômage explose. Mais ça, ce n'est pas votre faute. Pour en terminer, vous aviez promis une politique autrement et irréprochable, et les scandales s'accumulent de jour en jour, mais ça, ce n'est pas votre faute. Voilà, monsieur le maire, j'ai essayé de traduire votre débat d'orientation budgétaire que vous nous présentez ce soir en conseil municipal. Débat de transparence, monsieur Max Levita, dû à chaque élu et à chaque citoyen, et ce malgré ma médiocrité intellectuelle et ce côté crétin qu'aime bien répéter monsieur Max Levita à mon égard. Mais là, on voit en lui ce fervent socialiste, cet ancien socialiste du terroir. J'espère que mon intervention vous amènera à la réflexion d'une véritable politique autrement. Cherchons ensemble à faire de la statistique sans tomber ni dans le mensonge et ni dans le parjure, et ce pour l'intérêt des Montpelliérains. Je souhaite pour vous que vous remballiez votre costume de simple gestionnaire pour nous offrir enfin une véritable vision pour la ville. Tous ces chiffres ne nous informent pas du tout de Montpellier de demain, et 2020, c'est demain, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, votre intervention est très claire. Aussi claire que celle des bobos, tout à l'heure. Bon. Alors, qui j'ai mis après? Monsieur Séjouan.